Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors évidemment, Pélias feint de se résoudre à rendre le trône à son jeune cousin, et il lui répond avec douceur qu'il en soit ainsi, mais auparavant une chose doit être accomplie. Phrixos, avant de mourir, nous a prié de ramener la toison d'or en Grèce, afin qu'avec elle, ses mânes reviennent, elles aussi, dans sa demeure. L'oracle a parlé, « Pour moi la vieillesse est déjà ma compagne, tandis que ta jeunesse commence à peine à fleurir. » Pars toi-même à la recherche de la toison d'or, et à ton retour, je te rendrai le trône, j'en prends Zeus à témoin. Vous vous doutez bien que dans le fond de son cœur, il est persuadé que nul ne pourrait tenter pareille entreprise sans y perdre la vie, bien sûr. Et cette idée, malgré tout, enchante Jason, qui accepte le défi, et aussitôt il fait répandre la nouvelle de cette exaltante expédition. Il va faire lui-même le tour de la Grèce, il va recruter des volontaires parmi les meilleurs et les plus nobles jeunes gens, ils sont tous plus courageux, habiles et vaillants les uns que les autres, il y a tous les grands héros de l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, Héraclès, le plus grand de tous les héros, et son demi-frère, Iphiclès, ainsi qu'un jeune écuyer, Hylas, auquel Héraclès s'est très attaché. Orphée, le maître musicien dont le chant et la lyre envoûtent même les rochers et apaisent les tempêtes. Les jumeaux, Castor et Pollux, Pélée, le futur père d'Achille, Laërté, celui d'Ulysse, Étalidès, fils d'Hermès, Lynké, la Vigie, dont le regard est capable de percer les nuages les plus noirs et les murailles les plus épaisses, qui donnera son nom au lynx. On trouve parmi cet équipage de héros inimitables une seule femme, mais quelle femme! Atalante, une jeune femme redoutable, élevée par des ours, que rien ni personne ne peut vaincre à la course ou au lancer du javelot. La tradition fait état de 50 héros, mais il y en a de nombreux autres parce que chaque cité veut y ajouter son héros local à la liste de ces marins intrépides qui s'en vont en quête donc de la toison d'or. Et forcément, à équipage exceptionnel, il faut un vaisseau exceptionnel. Jason fait appel au meilleur constructeur de navires, Argo. Athéna lui apparaît en songe et lui conseille d'utiliser pour confectionner la figure de proue un chêne issu de la forêt sacrée de Dodone, protégé par Zeus et dont les arbres sont réputés pour rendre des oracles. Argos obéit sans discuter, et ô miracle bien sûr, la proue est capable de parler et même de prédire l'avenir. Elle va avertir les marins d'ailleurs des dangers qu'ils devront affronter. Jason, impressionné, donne au bateau le nom de son constructeur, Argo, qui signifie rapide en grec. C'est le premier grand vaisseau à s'élancer hors des rivages de la Grèce. Sa manœuvre ne nécessite pas moins de 50 rameurs. Les membres de cet équipage extraordinaire sont appelés donc les argonautes, les marins, nautes d'Argo. Tous sont protégés par Héra, qui inspire en chacun d'eux un désir ardent de renoncer à une vie sans péril. Je cite, « Pour boire fût-ce au prix de la mort avec de valeureux compagnons l'élixir sans pareil du courage ». Le navire est construit à Pagase, une ville maritime de Thessalie. C'est donc là que tout le monde embarque dès lors que l'oracle de Delphes a donné un avis favorable pour partir. Jason offre un sacrifice à Apollon, puis il prend un gobelet d'or dans ses mains, verse une libation de vin dans la mer et prie Zeus de les mener rapidement au but. Et puis, on largue les amarres. Il ne sait pas que de grands périls les attendent et que plusieurs de ses compagnons vont payer de leur vie d'avoir, je cite, « bu cet élixir sans pareil ». Alors, on les avait prévenus que ce serait difficile, mais pas que ce serait difficile à ce point-là, bien sûr. Et la première partie du voyage se passe bien. Les argonautes abordent à l'île de Lemnos. Ils ne savent pas à quoi s'attendre parce que les femmes de l'île se sont révoltées contre les hommes et ils les ont tous égorgés. Seul le vieux roi, Thoas, a échappé au massacre. Il a été sauvé de justesse par sa fille, qui devient la reine des Amazones. Pour éviter que son vieux père tombe entre les mains de ses terribles compagnes, elle le dissimule dans un coffre et le confie à la mère qui le porte jusqu'à l'île voisine de Kio.
Tout ça, on le retrouve dans la littérature, dans l'histoire, dans les légendes, etc. Moïse, c'est un peu ça aussi, sauver des eaux, alors pas dans un coffre, mais dans un panier. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, nos héros s'attendent au pire et se préparent à livrer une bataille féroce. Mais ils n'ont même pas besoin de dégainer leurs épées, puisque ces redoutables guerrières, en fait, vont les accueillir chaleureusement et leur offrir tout ce dont ils ont besoin, nourriture, de l'eau, des vêtements, des jarres de vin. Peut-être que Héra est intervenue, on se doute qu'il y a plus que ça encore. Ils ont profité, en tout cas, de l'île. Ils vont quitter Lemnos après avoir restauré leurs forces, bien sûr. Après une journée de navigation, ils s'arrêtent sur une île superbe et calme. Hylas, le jeune écuyer d'Héraclès, va descendre du navire avec une jarre pour aller puiser de l'eau. Et il tombe sur une source aux eaux claires et il plonge sa jarre. À ce moment-là, une nymphe l'aperçoit et tombe aussitôt sous son charme. Elle surgit soudain de la source, entoure le cou du jeune homme de ses bras et l'entraîne dans les profondeurs. Héraclès ne le voit pas revenir, il s'affole et abandonnant ses compagnons, il part à sa recherche. Alors, les autres l'appellent en vain, il ne fait que s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt, il oublie tout. L'argot, la toison d'or, ses amis, il ne pense qu'à une chose, il ne pense qu'à Hylas. Ses compagnons l'attendent un long moment, mais Héraclès ne revient pas, et donc à contre-cœur, ils doivent repartir sans lui. Leur voyage s'écoule, plus ou moins paisiblement, ponctué d'aventures, toutes les plus extraordinaires les unes que les autres. Nos héros passent par l'île de Samothrace, puis s'engouffrent dans l'Hellespont, le fameux détroit qui relie l'Europe à l'Asie, là où se serait noyée la malheureuse Hélé. Ce passage, qui relie la Méditerranée à la petite mer de Marmara, s'appelle alors Propontide. Sur l'île de Cyzique, ils doivent livrer un violent combat contre les habitants qui les prennent pour des pirates. Ensuite, comme Ulysse dans quelques dizaines d'années, ils doivent résister au chant envoûtant des sirènes, ces fameuses femmes oiseaux qui charment les marins pour les noyer. Heureusement, Orphée, en digne fils de Calliope, la muse de la musique, les affronte avec un chant bien plus mélodieux qui couvre l'air fatal. Surprises et humiliées, les sirènes s'en vont en gémissant. Vous voyez, on est vraiment dans des aventures des Avengers, quoi. C'est complètement incroyable. C'est des super-héros. Ils accostent ensuite sur les rivages de Mysie et de Bithynie, c'est la Turquie actuelle, où Pollux doit affronter dans un combat de boxe mythique le roi local, le géant Amykos. Puis, une tempête les repousse sur le rivage européen de l'Hellespont et ils arrivent en Thrace. L'île sur laquelle ils abordent est déserte, envahie de végétation et de bêtes sauvages, et alors qu'ils commencent à explorer l'endroit à la recherche de quoi vivre, de quoi manger, ils tombent sur un pauvre vieillard solitaire. Le malheureux fait peur à voir. Il ressemble à un spectre qui se traîne douloureusement sur ses pieds desséchés. Il tremble de faiblesse et seule sa peau retient les os de son corps. On a l'impression qu'il n'y a plus de muscles. Mais quand il aperçoit les jeunes gens, il s'agite et il tente de danser de joie. Il raconte à un public ébahi une histoire incroyable, son histoire. Alors je dis quand il voit, vous allez comprendre que pas tout à fait ça. Il se nomme Phinée et autrefois il était le roi de Thrace. Apollon l'avait doté du don de voyance. Il était un devin réputé qui prédisait infailliblement l'avenir. Ça a beaucoup déplu à Zeus, qui aime tellement draper ses actes d'un profond mystère, et il n'était pas question qu'un mortel se permette de révéler ses agissements au grand jour. Surtout ses frasques amoureuses, vous imaginez, qui risquaient de parvenir aux oreilles d'Héra. Pour le punir, il lui inflige un cruel châtiment chaque fois qu'il veut prendre un repas. Des monstres ailés au bec et aux griffes crochues, on appelle ça les harpies, filles du terrible Typhon ou la meute de Zeus, s'abattent sur sa nourriture et la souillent de leur déjection en laissant une odeur si infecte qu'elle donne la nausée à toute créature vivante. Imaginez un peu ça. Et la nourriture devient tellement peu appétissante que personne ne peut plus s'en approcher et encore moins la manger. Cette situation devient intolérable pour les habitants qui chassent leur roi maudit. Il a été maudit des dieux. Et donc il trouve refuge sur une petite île où il est constamment harcelé par ces horribles créatures, mais il ne perdait pas espoir parce que son don prophétique lui avait appris que seuls 2 hommes, les fils de Borée, le vent du Nord, l'aurore boréale, pourraient le débarrasser de ces monstres. Or, ces sauveurs font justement partie des Argonautes, et tous l'écoutent avec compassion. Et les fils de Borée, Calaïs et Zétès, promettent aussitôt au vieux roi de lui venir en aide.
et les estomacs commencent à crier famine. Et tandis que les Argonautes offrent une partie de leur chasse à affiner, les fils de Borée se tiennent à ses côtés, leurs épées dégainées, prêts à combattre. Le vieillard a à peine le temps de porter une bouchée à ses lèvres que les détestables harpies fondent du ciel, s'abattent sur les mets, les dévorent et repartent à tire d'aile en laissant derrière elles une odeur nauséabonde. Mais les fils du vent, aussi rapides que leur père, partent immédiatement à la poursuite des harpies, les rattrapent et leur donnent de violents coups d'épée. Ils sont sur le point de les tailler en pièces quand Iris, la messagère des dieux, surgit soudain des cieux en glissant sur son arc-en-ciel. Elle leur ordonne d'épargner la meute de Zeus, mais jure par le Styx, le serment que nul ne peut rompre, pas même les dieux, que plus jamais les harpies ne nuiront à Phinée. Les deux frères, ravis, reviennent auprès de leurs compagnons et apportent la fabuleuse nouvelle au vieux roi qui, transporté de joie, se joint aux Argonautes et tout le monde festoie jusque tard dans la nuit. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.